Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelée Réinformation sur le monde concernant la plateforme YouTube. Donc là, cette vidéo va être le point sur l'Ukraine du 17 juin 2023 avec comme titre Offensive ukrainienne, Zelensky n'en voulait pas pour cause de manque d'équipement. Et oui, car comme vous l'avez pu voir dans mes précédents points sur l'Ukraine, le New York Times disait que Zelensky prévoyait une offensive en automne à cause du manque d'équipement. Je vous l'ai répété à maintes reprises. Et là, vous l'avez vu, au 4 juin, les offensives ukrainiennes ont commencé. Ça a été une catastrophe absolue, mais bon, en tous les cas, il l'a fait quand même malgré le manque d'équipement. Tout ça à cause de la pression américaine, bien évidemment. Alors comme d'habitude, le point sur l'Ukraine va être divisé en deux grandes parties, les informations générales et la carte militaire, mais bien entendu, à la fin des informations générales, vous aurez ma conclusion, la carte militaire étant une chose bien à part. Donc on va commencer par les informations générales. Alors tout d'abord, je ne vais pas révéler le nombre de missiles ou de drones qui sont envoyés par les Russes tous les jours, puisque maintenant ça devient une habitude côté russe. Il y a des attaques massives de drones et de missiles, pour ainsi dire, tous les jours, donc ça n'a plus rien d'extraordinaire. Rappelez-vous, il y a de cela bien des mois, on vous disait que les Russes n'avaient plus de missiles, ou du moins presque plus, et au final ils en utilisent toujours plus. Là maintenant ils font des attaques massives quasiment tous les jours. Et avant c'était que des missiles, ensuite c'était beaucoup de drones, maintenant c'est beaucoup de missiles et beaucoup de drones. Donc évidemment concernant les drones ils ont eu une aide extérieure. Comme vous le savez tous maintenant, c'est surtout grâce à l'Iran, mais aussi, et ça c'est nouveau, grâce à la Chine, pour des composants de drones, principalement les moteurs. En tous les cas, il y a eu un grand silence côté ukrainien à partir du 4 juin, c'est-à-dire quand les offensives ukrainiennes ont démarré. Alors ça a duré 2 semaines en leur silence, et je les comprends puisque ça a été des catastrophes. Alors vous avez vu la carte en début de vidéo pour vous permettre de vous situer quant aux grandes offensives ukrainiennes. Il y en a eu deux autres en fait un peu plus au nord, mais elles sont mineures comparées à l'oblast de Donetsk et à l'oblast de Zaporojye, parce qu'en fait c'est là que les Ukrainiens veulent percer pour atteindre la mer d'Azov. Donc ils veulent piquer idéalement pour eux sur Melitopol pour rejoindre la mer d'Azov. Plan impossible bien évidemment, mais c'est ce qu'ils veulent faire. Alors sur la petite carte que vous avez vue en début de vidéo pour vous situer, vous voyez toutes les petites lignes rouges. Les petites lignes rouges, ce sont les défenses russes. Voilà. Alors vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de petites lignes rouges, tout simplement parce que c'est dans les zones où ils veulent faire leur percée, c'est justement dans cette zone qu'il y a les lignes de défense russes les plus denses, les plus puissantes. Mais bon, alors les Ukrainiens disent qu'ils ont pris un petit peu de terrain en prenant 7 villages. Alors 7 villages qui va 7 en tout, hein, c'est-à-dire qui va de l'oblast de Donetsk à l'oblast de Zaporojye. Donc sur ces deux oblasts, ils auraient pris 7 villages de manière certaine.
Alors moi j'ai eu confirmation, c'est vrai, ils ont raison, ils ont pris ces villages, les rapports Telegram disent que c'est vrai. Mais si on en croit le général Trinquant sur LCI, le général Trinquant sur LCI, concernant ces villages, reconnaît qu'il n'y a eu aucune victoire ukrainienne et que les Russes les avaient abandonnés, ces villages, car ne représentant aucune valeur. Enfin, le général Trinquant a précisé que ces avancées ukrainiennes étaient dans des zones grises du front et que cela serait une victoire si les Ukrainiens ne sont pas chassés peu après de ces villages et qu'ils arrivent à garder le terrain. Voilà, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le général Trinquant sur LCI, c'est-à-dire la chaîne de propagande ukrainienne officielle de la France. Et je pèse mes mots en disant ça. Alors bien sûr, les médias occidentaux montrent fièrement les soldats ukrainiens avec un drapeau dans chaque village pris. Bon, vous noterez que les soldats ukrainiens prennent la pause, sont parfaitement bien habillés, équipés et sont tout propres, hein. Ils n'ont pas une marque de boue sur eux. Hein, ils ont l'air tout droit sortis du pressing, leurs vêtements. Mais en tous les cas, voilà, on sent qu'il y a un exercice de communication, bien évidemment. Alors, je le rappelle que, encore une fois, seuls les Russes donnent des informations journalières quant aux pertes, que ça soit ukrainienne ou pertes russes, d'ailleurs. Donc, je vous rappelle que les Russes ont eu des pertes. Alors très peu de pertes en hommes, puisque très officiellement on reste à 71 hommes morts. Par contre, Vladimir Poutine a dit lui-même qu'il y a eu quand même 54 chars russes qui ont été perdus. Alors il a précisé que sur les 54 chars perdus, plusieurs ont pu être repris afin d'être réparés. Il a précisé cela, alors je vous le précise aussi. Et côté ukrainien, bon, bah, les pertes sont quasiment, on va dire, négligeables, hein, si on en croit le côté ukrainien. Je vous rappelle, 4 Léopard 2, 2 AMX-10 RC, c'est-à-dire les véhicules blindés français, et 70 autres véhicules blindés. Alors j'adore le côté ukrainien qui met qui ne compte pas les véhicules blindés français avec les autres véhicules blindés. Les véhicules français, ils sont à part. Je ne sais pas pourquoi. Alors, côté force ukrainienne, donc ils annoncent qu'ils arrêtent beaucoup de missiles russes et de drones russes sur toute l'Ukraine, puisque je vous rappelle que les défenses ukrainiennes antiaériennes sont principalement autour des grandes villes ou des dépôts de munitions ou des dépôts d'essence, ainsi que quelques grandes centrales électriques. Voilà. Donc tous ces systèmes antiaériens qui sont éloignés du front, donc surtout vers l'ouest, eh bien eux ne sont en général pas trop atteints par les missiles russes, parce que ça fonctionne malgré tout. Par contre, évidemment, là où il y en aurait besoin, c'est-à-dire sur la ligne de front, ben, il n'y en a pas ou quasiment pas. Donc c'est un gros problème côté ukrainien. Alors toutes les pertes énumérées la semaine dernière par le ministère de la Défense russe, pourtant ont été confirmées par vidéo. Alors il y a bien que les médias européens, bien entendu, qui minimisent les pertes, mais les médias américains minimisent beaucoup moins. Ils minimisent aussi, hein, mais beaucoup moins. Les médias américains sont beaucoup plus objectifs que les médias américains, bon, que les médias européens, pardon. Donc ça, je le note, puisque moi, mes journaux principaux sont les journaux américains. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les pertes en réalité bon, données par le ministère de la Défense russe? On voit qu'il y a eu surtout des chars Léopard 2 A4 et 2 A6, c'est-à-dire les derniers chars allemands, c'est-à-dire qui ont les dernières mises à jour. Alors, en parlant des 2 A6, bien évidemment. Et apparemment, ces chars-là, ces Léopard 2, s'avèrent apparemment assez faciles à détruire.
assez facile. Évidemment, faut pas exagérer non plus. Alors pourquoi? Bah, tout simplement, d'après ce que j'ai compris dans tous les rapports que j'ai lus, en fait, les Léopard 2 sont d'abord immobilisés avec une première frappe, en général par drone ou par des roquettes anti-chars. Quand c'est des jeeps blindés russes dotés d'un conducteur et d'un tireur. Donc le char, quand il est touché, il est immobilisé. Alors une demi-heure, une heure, je ne sais pas combien de temps, en tous les cas, il est immobilisé. Et ensuite, une fois qu'il est immobile, les Sukhoi 25 et les KA-52, c'est-à-dire les avions et les hélicoptères, peuvent ensuite facilement le détruire. C'est ça que j'ai compris en lisant les rapports Telegram. C'est la stratégie, c'est-à-dire on l'abîme d'abord, cela arrête le char, il est immobile, ce qui devient ensuite beaucoup plus facile pour toutes les attaques aériennes russes de les détruire ensuite. Voilà, donc ça donne un grand coup concernant la réputation des chars allemands, évidemment. Donc une fois la guerre finie, les Allemands vont payer cela, parce que les vidéos avec le nombre incroyable de chars allemands détruits, les vidéos sont trop présentes et sont beaucoup trop nombreuses. Donc le coup de dire oui, ils le prennent sous 5 ou 6 angles, ce qui fait que pour un char détruit, on en a l'impression qu'il y en a 6. Ça, c'est ce que dit LCI. Évidemment, mais personne n'y croit. Bien évidemment. En tous les cas, ça prouve que les chars allemands peuvent être relativement facilement détruits. Mais attention, il faut quand même préciser que les chars allemands, les 2A4 et les 2A6 sont quand même de très bons chars, en réalité et en toute objectivité. Car un très bon char, c'est très bien sur un champ de bataille, mais si c'est manipulé par des mauvais tankistes, même un excellent char, même le meilleur du monde, il fera pas long feu. Parce que, comme je vous l'avais dit dans de précédentes vidéos, former des tankistes, ça prend des années. Donc vous vous doutez bien que les tankistes ukrainiens, là, c'est pas des foudres de guerre, hein. Donc si ce sont des mauvais tankistes dans les tanks, bah forcément les tanks ne font pas long feu, hein. Ça c'est logique, hein. Donc encore une fois, il faut être quand même objectif. Les chars allemands, en particulier les 2A6, sont de très bons chars. Mais malheureusement, ils doivent être manipulés par des tankistes confirmés, bien évidemment. Alors, ah oui, là j'avais noté qu'il faut environ 3 ans au minimum pour former un tankiste. Voilà, j'avais noté 3 ans minimum pour former un tankiste. Vous vous doutez bien que les 3 ans, là, c'est juste pas possible concernant les tankistes ukrainiens. Je n'y crois pas du tout. Voilà. Bon, bref, je rappelle que toutes ces forces offensives ont été faites de manière calamiteuse côté ukrainien, avec des chars se suivant les uns derrière les autres en longue file, ou alors en formation compacte, groupée. Donc tout cela afin d'éviter les mines, puisque j'ai appris que les chars équipés de systèmes anti-mines et leurs engins anti-mines eh bien, ont été pour en majorité détruits. Alors d'après ce que j'ai compris, à 60% détruits. On va dire aller de manière optimiste qu'il leur en reste en 50%, donc ils n'ont plus que 50% d'équipement anti-mine, c'est-à-dire soit d'engins qui sont montés sur tank, soit d'engins spécifiquement adaptés pour cela. Voilà. Et dans le meilleur des cas, la moitié, alors ça c'est Vladimir Poutine qui l'a dit, hein, lors de sa conférence avec les journalistes de guerre russes. Donc il avait dit que environ plus de la moitié des systèmes anti-mines avaient été détruits côté ukrainien, ce qui est absolument énorme et
qui est un énorme handicap côté ukrainien. C'est un énorme handicap, puisque les mines anti-chars représentent un obstacle formidable contre l'armée ukrainienne. Voilà. Alors, ce qui explique aussi pourquoi les Ukrainiens sont en file indienne concernant les chars, hein. Ceci explique cela, hein. Quand on n'a pas de système adapté, pas assez d'équipements anti-mine, on ne peut pas faire de larges avenues déjà déminées. Voilà, ce qui est tout à fait logique. Alors ces attaques de chars, surtout des Léopard 2, puisqu'il y avait, Kiev le dit lui-même, hein, les attaques de chars ont été faites surtout par des Léopard 2, ont été accompagnées principalement de véhicules blindés, et les véhicules blindés étaient des Bradley et des Max Pro américains, des Marder allemands, des AMX-10 RC français et des Striker canadiens. Donc tous ces chars et ces véhicules blindés ont continué à faire ces offensives, je le répète encore une fois, sans appui aérien, sans artillerie de soutien, ce qui équivaut à un suicide, puisque les Ukrainiens savaient parfaitement, après les deux premières offensives catastrophiques dans l'oblast de Donetsk, puis de Zaporijie, que les Russes employaient massivement des Sukhoi 25. Alors les Sukhoi 25, ce sont les avions de combat qui volent plus ou moins en rase-motte et qui ont été conçus spécifiquement pour la guerre anti-char. Et ils employaient aussi massivement les hélicoptères de combat Ka-52 qui sont spécifiquement conçus anti-char. Voilà. Alors évidemment les Ukrainiens qui n'ont pas d'appui aérien, pas d'artillerie, comme ils n'ont pas de système anti-aérien non plus au sol, donc ils en ont eu un. Il y a un Iris-T qui est un système allemand soi-disant excellent, mais malheureusement il a été détruit dès qu'il est arrivé. Mais ils en ont quasiment pas. C'est pour ça que les Russes là deviennent très audacieux concernant leurs offensives aériennes et ils attaquent très fort sur ces deux oblasts-là avec leurs forces aériennes. Ce qui laisse aucune chance à l'armée ukrainienne, faut dire ce qui est. Donc en plus, l'armée russe attaque avec des drones et principalement des Lancet 3 qui font très mal. Alors les Lancet 3 ne sont pas là pour détruire des tanks, puisque la charge explosive des Lancet 3 est environ de 3 kg, je dis bien environ, puisque ça dépend du Lancet. Alors 3 kilos, vous, vous doutez bien qu'on ne détruit pas un char, mais par contre, ils s'en sont servis pour immobiliser un char, puisque une fois que le char est touché par un Lancet 3, ce qui est arrivé à maintes reprises, le char est immobilisé. Bah oui, parce qu'ils sont obligés, souvent les Ukrainiens s'arrêtent, tout simplement, soit parce que ça a endommagé une partie importante du Léopard, qui fait que c'est trop dangereux pour continuer. Par exemple, il suffit que le Lancet soit bien tombé et endommagé des caméras de tir ou des systèmes de visée ou des petits radars qui sont sur le Léopard 2, le char devient quasiment inutile. Alors ça, c'est quand le Lancet a beaucoup de chance. Mais en tous les cas, en général, le char s'arrête. Et ça, le Lancet 3 sert aussi pour ça. Évidemment, sur un véhicule blindé ou sur des choses plus petites, là, pour le coup, l'objet, l'équipement est détruit, hein, comme par exemple le radar de l'Iris-T, système allemand, qui a été détruit, simplement par un Lancet. Voilà. Donc, vous voyez que les Russes emploient tout ce qu'ils ont côté aérien. Alors, et tout ça alors que les Ukrainiens n'ont même pas réussi à atteindre la première ligne de défense russe, hein, bien sûr. Alors, je rappelle que Vladimir Poutine a déclaré lors d'une longue réunion avec des correspondants de guerre le 14 juin que au 14 juin, justement, l'Ukraine avait perdu 160 chars de combat et plus de 300 véhicules blindés.
tandis que les Russes avaient perdu 54 chars. Bon, ça c'est ce que je vous avais dit. Il a allégué que les pertes de blindés ukrainiens, donc tanks et véhicules blindés, représentaient 25% à 30% du nombre de véhicules blindés en tout et pour tout fournis à l'Ukraine. Alors là, quand il dit les véhicules blindés, il précise tanks et véhicules blindés. Ce qui est énorme, bien sûr. Mais le 16 juin, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg 2023, Vladimir Poutine a annoncé une mise à jour des pertes ukrainiennes. L'armée ukrainienne, au 16 juin, aurait donc perdu, depuis le 4 juin, 186 chars, dont la majorité des chars occidentaux, et 418 véhicules blindés. Je répète, 186 chars, dont la majorité des chars occidentaux, et 418 véhicules blindés. Et là, on peut parler que de véhicules blindés occidentaux. Sans préciser le nombre de soldats ukrainiens tués et blessés, mais en précisant qu'il y avait 10 morts ukrainiens à peu près pour un mort russe. Il répète, ça c'est Vladimir Poutine, il dit qu'il y aurait environ 10 morts ukrainiens pour un mort russe. Mais le pire dans tout cela, comme je l'ai déjà dit dans mon précédent point sur l'Ukraine, c'est que ces attaques ukrainiennes ont été faites aux endroits les mieux défendus par les Russes. Car depuis des mois, les Occidentaux annoncent médiatiquement que les offensives se feraient dans l'oblast de Zaporojye. Alors les Russes, bien entendu, ont renforcé cette oblast-là. Sans compter qu'il a été quasiment affirmé côté anglais par l'Institut royal de la guerre anglais que les Russes interceptaient quotidiennement les messages cryptés de l'armée ukrainienne dont l'information permettait de connaître tout ce qui se passe sur le terrain au niveau de l'oblast de Zaporojye et de l'oblast de Donetsk. Et ça, c'est le RUSI qui le dit, l'Institut royal pour l'étude de la guerre anglais. Bref, nous avons une armée ukrainienne qui se jette n'importe comment sur les plus puissantes lignes de défense qui ont jamais été faites dans l'ère moderne, et en plus en nombre insuffisant. Leurs offensives étaient vouées à l'échec et à la débâcle, et ce qui devait advenir advint. Et je vous rappelle, et ça c'est le titre de ma vidéo, que Zelensky ne voulait pas faire ces offensives, et ainsi que les généraux ukrainiens. Ils ne voulaient pas parce qu'il manquait d'équipement. Et ça, c'était précisé dans le New York Times et le Washington Post. C'est pour ça que Zelensky disait que normalement l'offensive a été repoussée en automne. Et peu de temps après, ils font les offensives. Parce que, comme je vous l'ai dit encore une fois à moult reprises, Washington a poussé Zelensky à faire ses offensives à son grand dam. Donc on peut se dire que Kiev veut en finir rapidement avec cette guerre qui, chaque jour qui passe, détruit toujours plus le pays à tous les niveaux, en se suicidant exprès pour dire ensuite au monde, vous voyez, on a tout tenté, mais on a échoué, maintenant on peut tourner la page. Et comme je le disais à plusieurs reprises dans mes points sur l'Ukraine, à mon avis, c'est la stratégie depuis près d'un an de Washington, qui à l'époque avaient bien compris qu'ils avaient perdu, mais pour ne pas perdre la face et pour que les peuples du monde ne disent pas tout ça pour ça, ou tous ces morts pour rien, et bien sûr pour ne pas perdre la guerre de la communication, les Américains vont jusqu'au bout, même quand c'est perdu d'avance, comme ils l'ont fait au Vietnam et en Afghanistan. Voilà. Alors là, voici un exemple de comparaison entre la réalité du terrain et ce que disent les médias. J'ai noté du 11 au 13 juin, je rappelle, c'est qu'un exemple. Les Ukrainiens ont perdu 17 Bradley et plus de 20 Léopards 2 A4 et A6. Et le 13 juin, le journal allemand Bild titre « Première attaque repoussée », attaque ukrainienne bien sûr, quelques Léopards 2 détruits, et en gros titre, les Russes se battent mieux que prévu.
Alors ce grand titre résume comment les médias occidentaux essayent de minimiser la catastrophe tout en reconnaissant que cela commence mal. Mais là, contrairement à Bakhmut, où les médias eurent l'air ridicules en mentant trop, là où ils disaient oui, les Russes sont faits comme des rats à Bakhmut, les Russes vont perdre la guerre à Bakhmut, ils n'ont aucune chance, les Ukrainiens avancent sur les flancs, vont prendre en tenaille les Russes. Bon, ils ont abandonné là ce genre de communication et là ils ont décidé d'admettre d'emblée que cela se passait mal et non que les Ukrainiens avaient fait une percée, ce qui est un gros progrès, hein. Alors le New York Times le 13 juin aussi dit que depuis le début de la guerre, les États-Unis ont donné 109 Bradley et 99 Strikers. Alors les Bradley sont les véhicules blindés américains, les Strikers sont les véhicules blindés canadiens. Donc là le New York Times le 13 juin dit depuis le début de la guerre, c'est-à-dire depuis le 24 février 2022, les États-Unis ont donné 109 Bradley et 90 Strikers. Donc en gros, c'est-à-dire ils ont donné 199 véhicules blindés depuis le début de la guerre. Les Ukrainiens n'auraient plus qu'un tiers de ces véhicules blindés maintenant. Véhicules blindés, c'est ce qu'a donné les États-Unis seuls, hein. On ne parle pas de tous les autres pays du monde. Attention. Et aussi, dans le New York Times, on apprend que les États-Unis, depuis le début de la guerre, c'est-à-dire en février 2022, ils ont donné plus de 40 milliards de dollars en armement. Alors ça, c'est 40 milliards de dollars en armement officiellement, plus en réalité, sans compter l'aide financière. On ne parle pas de l'aide financière, mais juste de la valeur en armement. Et quand ils disent ils ont donné, n'oublions pas que les États-Unis ne donnent rien. Ils ne font que vendre, hein. Il faut bien le rappeler, c'est le seul pays qui fait ça d'ailleurs, d'après ce que je sais, hein. Les Canadiens, les Européens, apparemment, ils donnent vraiment. Je rappelle aussi personnellement, mais alors encore une fois, personnellement, c'est mon estimation, les États-Unis ont donné, entre guillemets, hein, c'est entre guillemets, donner un investissement, un prêt, bref, tout mélanger, environ 200 milliards de dollars depuis 2014 et l'Union européenne, toujours depuis 2014, plus de 65 milliards de dollars. Alors, je rappelle que tous les liens sources sont dans la description. Je vous rappelle, il y aura beaucoup de liens dans la description pour les coupures de journaux. Alors, concernant les attaques de missiles et de drones sur toute l'Ukraine qui sont maintenant tous les jours massives, ou quasiment tous les jours massives, donc avec un très très grand nombre de missiles, un très grand nombre de drones, les villes les plus touchées sont Dnipro, Kryvyi, Odessa et Kiev. Voilà. Donc les systèmes antiaériens et les dépôts de munitions furent particulièrement touchés. Alors là, tout dernièrement, ça tombe à Kiev, ça tombe le même jour où il y a une délégation africaine qui est venue à Kiev voir Zelensky afin de pouvoir négocier une paix ou un cessez-le-feu avec les Russes. Bon, évidemment, c'est une délégation africaine qui essaye de tenter quelque chose d'impossible, puisque c'était ridicule d'essayer de tenter même. Mais bon, bref, le jour où cette délégation africaine est venue à Kiev, eh bien, Kiev a dit justement qu'ils ont arrêté 6 Kinjal. 6 Kinjal. Ils en ont arrêté 6 sur 6. Voilà. Bon. Et il y a eu un diplomate de la délégation africaine, il y a un diplomate de manière anonyme, qui a révélé que quand il s'est baladé dans Kiev, eh bien, il n'a entendu aucun missile, il n'a entendu aucun drone, aucune explosion. Et quand il s'est baladé dans Kiev, la vie était tout à fait normale à Kiev, quoi. Il n'y a pas eu de moment de panique. Je parle le jour où ils étaient là, hein, le jour où la délégation africaine était là. Voilà. Alors bon, ça c'est un diplomate africain qui a dit ça quand il se baladait à Kiev. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu aucune attaque de missile.
et de drones dans les banlieues de Kiev. Kiev est une ville énorme, hein, mais dans la banlieue de Kiev, il est possible, et dans la lointaine banlieue, il est possible qu'il y ait eu des attaques de missiles et que la délégation africaine n'en ait pas entendu parler. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, le coup des 6 Kinjal arrêtés à Kiev, vous vous souvenez la première fois quand il y a eu la première attaque de Kinjal à Kiev sur le système Patriot, dont les Américains ont bien dit que le système Patriot avait été touché par un Kinjal, endommagé tout du moins. Eh bien là, c'était 6. La première fois, c'était 6. Les Russes en ont renvoyé 6. Alors que le ministère de la Défense avait dit non, non, on n'en envoyait que 2. Donc les Russes disent on n'en envoyait que 2. Kiev dit ils en ont arrêté 6. Et là, Kiev dit à nouveau qu'ils en ont arrêté 6. Voilà. Et évidemment, là, un des diplomates de la délégation africaine n'a pas pu se retenir de faire une petite déclaration anonyme sur le fait que, bon, bah non, il n'y a rien eu pendant qu'ils étaient là-bas. Mais bon, passons. Donc là, je vais vous lire un article d'Associated Press du 13 juin, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc là, on va voir un article de Yahoo News qui reprend une nouvelle de Associated Press. Et donc cet article dit « Poutine mélange les menaces d'une nouvelle offensive en Ukraine avec des offres de pourparlers de paix ». Bon, je ne vais pas lire tout l'article, juste les choses intéressantes. Alors donc quelques paragraphes. Donc, contre-offensive ukrainienne, Poutine a affirmé que l'Ukraine avait subi des pertes catastrophiques dans sa contre-offensive. Il a déclaré que les troupes ukrainiennes avaient amassé des réserves pour lancer l'opération à grande échelle le 4 juin, mais il a affirmé que l'effort n'avait pas réussi à marquer des points et que l'Ukraine avait perdu 10 fois plus de soldats que la Russie. Ces affirmations n'ont pu être vérifiées. Poutine a déclaré que l'Ukraine avait perdu 160 chars de combat et plus de 300 autres véhicules blindés, tandis que la Russie n'avait perdu que 54 chars. Ça, je vous l'avais déjà évoqué. Il a allégué que les pertes de blindés ukrainiens représentaient 25 à 30% du nombre de véhicules blindés occidentaux fournis à l'Ukraine. Ça, je vous l'avais déjà dit aussi. Il a noté avec un sourire narquois que les chars de combat léopards de fabrication allemande et les véhicules de combat d'infanterie Bradley de fabrication américaine brûlent très bien, ajoutant que les dirigeants de Kiev doivent maintenant réaliser les conséquences désastreuses de la contre-offensive. Bon, voilà, bon, tout ça, c'est intéressant, mais je vous l'ai déjà dit. Là, ce qui est intéressant, c'est ça, la destruction du barrage de Karovka. Et là, je vous lis. Poutine a de nouveau reproché à l'Ukraine la destruction du barrage de Karovka, qui a provoqué une inondation catastrophique, affirmant que les forces ukrainiennes avaient à plusieurs reprises bombardé le barrage avec des roquettes HIMARS, puis apparemment utilisé des explosifs pour le détruire. Il a fait valoir que la Russie n'avait aucune raison de détruire le barrage. Nous ne sommes certainement pas intéressés par cela car cela a entraîné de graves conséquences pour les territoires que nous contrôlons. Et comme je vous l'ai déjà évoqué, une des conséquences, c'était le fait qu'il y avait de grandes difficultés maintenant à approvisionner en eau potable la Crimée suite à l'explosion du barrage. Et là, vous notez que Vladimir Poutine dit que l'Ukraine a apparemment utilisé des explosifs pour le détruire. Et donc là, on peut remarquer que Kiev et le Kremlin sont d'accord pour dire que le barrage a été détruit par des explosifs. Alors nous avons Jacques Beau, qui est un ancien de l'OTAN et un ancien des services secrets suisses. Lui a dit que peut-être, son hypothèse, c'était que les Ukrainiens auraient pu détruire un barrage en amont qui aurait fait augmenter les eaux et donc fait détruire le barrage ukrainien. Donc ça, c'était une hypothèse, voilà, qui a été donnée comme ça. Mais vous notez que Kiev et le Kremlin, eux, sont d'accord pour dire que ce sont bien des explosifs qui ont été utilisés pour détruire le barrage. Voilà, à noter. Alors pour les pourparlers de paix, le dirigeant russe a déclaré que la fin des hostilités en Ukraine dépendait des États-Unis. Il a fait valoir que les combats cesseraient immédiatement si les États-Unis et l'OTAN cessent de fournir des armes à l'Ukraine. Et là, je cite, « S'ils veulent avoir une solution négociée au conflit,
il leur suffit d'arrêter la livraison d'armes. Poutine a déclaré que les négociateurs russes et ukrainiens avaient rédigé un accord de paix en mars 2022, mais que Kiev avait renforcé l'accord sous... Voilà, ça c'est la mauvaise traduction Google. En fait, que Kiev avait dénoncé l'accord sous la pression occidentale, exactement américaine. Il a déclaré que la Russie était toujours ouverte, ça c'est Vladimir Poutine, et que la Russie était toujours ouverte à la reprise des pourparlers. Il a déclaré que les États-Unis voulaient voir la Russie vaincue et fondaient leur espoir sur la contre-offensive ukrainienne. C'est une évidence, ça. Dans le même temps, Poutine a fait valoir que l'administration américaine, entre guillemets, qu'il y a beaucoup de gens raisonnables qui ne veulent pas aller jusqu'à la Troisième Guerre mondiale dans laquelle il n'y aurait pas de vainqueur. Fermez les guillemets. Voilà. Et enfin, et je m'arrêterai là, Poutine qui a ordonné la mobilisation de 300 000 réservistes en automne dernier, alors que la Russie faisait face à une contre-offensive ukrainienne, n'exclurait pas une nouvelle vague de mobilisation, affirmant que cela dépendrait de l'évolution de la situation militaire. Il a toutefois souligné qu'il n'y avait pas besoin maintenant. Poutine a noté que l'armée avait recruté 156 000 soldats volontaires jusqu'à présent cette année, c'est-à-dire depuis janvier, il y a eu 156 000 soldats volontaires qui se sont présentés. Donc il a ajouté ce qui rend inutile le recrutement de réservistes supplémentaires. Voilà, donc ça c'était un article de Yahoo News intéressant à lire. Il y a un autre article intéressant que j'ai trouvé sur le site War on the Rock. Et là, vous pouvez voir que c'est marqué, donc au 3 juin 2023, War on the Rock dit « L'armée ukrainienne est en mauvais état ». Eric Kramer et Paul Schneider sont deux anciens soldats des opérations spéciales américaines qui sont en Ukraine depuis 2022 pour former les troupes ukrainiennes. À War on the Rocks, ils brossent un tableau sombre de l'état de l'armée ukrainienne. Leur intention est d'obtenir de l'argent pour plus de formation. Donc la vraie image peut être moins sombre que ce qu'ils décrivent. Mais même si l'on ne tient compte de cela, c'est toujours un triste état pour une armée qui est en guerre depuis plus d'un an. Quelques extraits, alors c'est des extraits qui viennent d'Eric Kramer et Paul Schneider, ces deux anciens soldats d'opérations spéciales américaines. Sur la base de nos 9 mois de formation avec tous les services des forces armées ukrainiennes, y compris les forces armées terrestres, le service des gardes frontières, la garde nationale, l'infanterie navale, les Marines, les forces d'opération spéciales et les forces de défense territoriale, nous avons observé une série de tendances communes. 2 points. Manque de commandement de mission, d'entraînement efficace et d'opérations interarmes, logistique et maintenance ad hoc, et l'utilisation abusive des forces d'opération spéciales. Ces tendances ont sapé la résistance de l'Ukraine et pourraient entraver le succès de l'offensive en cours. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Ces deux anciens soldats des forces spéciales américaines qui donnent leur avis concernant les troupes ukrainiennes suite à leur formation qui s'est faite au sein des armées ukrainiennes. Alors dans le sens, c'est eux qui ont formé les armées ukrainiennes dans tout un tas de domaines. Donc j'ai trouvé ça intéressant à noter. Les Russes continuent à faire leur stratégie typique contre ces offensives, c'est-à-dire ils utilisent l'artillerie, les missiles et les drones pour détruire les systèmes antiaériens ukrainiens qui sont à l'arrière-garde des offensives, donc présentement des BUK soviétiques, les lanceurs HIMARS américains, les Alvis Stormer anglais et un IRIS-T allemand. Alors bien sûr, les Russes utilisent aussi ces mêmes attaques pour les véhicules blindés et les tanks ukrainiens, bien sûr. Lien dans la description. Alors le fait que bon, ils détruisent ces systèmes antiaériens en arrière-garde quand ils sont présents, et ils sont pas souvent présents, je vous le dis, et bien ça permet au Sukhoi 25, hein, qui est l'équivalent du A-10 américain, et les Ka-52, les hélicoptères de combat anti-char, peuvent maintenant voler tout à fait librement dans le ciel ukrainien, puisque justement, il n'y a quasiment plus de système antiaérien. Ce qui fait qu'ils peuvent déployer leur plein potentiel de destruction
sur les offensives ukrainiennes. Bah oui, parce qu'il y a quasiment plus de système antiaérien ukrainien. Donc ceci permet cela. En lisant les journaux ukrainiens et le Washington Post, on apprend que ce sont les brigades d'élite formées en Allemagne et en Angleterre par l'OTAN qui ont été envoyées avec le meilleur matériel de l'OTAN. Et on voit là encore que le meilleur matériel militaire, s'il est utilisé par des mauvais combattants, bah cela donne malgré tout des mauvais résultats. Voilà ce qui arrive quand on envoie des jeunes combattants, peu ou pas expérimentés en combat réel. Et dans le pire des scénarios pour eux, car devant faire une percée impossible à faire, sans une énorme armée et surtout sans appui aérien et sans appui d'artillerie. Eh oui. Donc en plus, il y a un trop faible déminage qui est fait en avant-garde, puisque devant foncer droit devant, en effet, tout délai ou ralentissement en font des cibles faciles pour l'artillerie, les missiles, les drones, les avions de combat et les hélicoptères de combat. Donc en plus, voilà, ces jeunes recrues, on les met en face de situations quasiment impossibles. Parce que les meilleurs recrues, les réserves, pour faire la grande offensive, sont gardées justement en réserve. Là, ce qui a été envoyé là, pour faire ces offensives de percement, et je dis bien de percement, et non pas de reconnaissance, hein, pour tester les faiblesses éventuelles russes, ça c'est pas vrai, hein, ce qu'on vous dit que ce sont des offensives de reconnaissance, non. Les offensives de reconnaissance sont bien plus petites. Là, c'était des offensives pour faire une percée, afin qu'ensuite une vraie grande offensive s'engouffre dans ces percées. C'était ça la stratégie ukrainienne. Mais bon, ils sont bien obligés de dire que maintenant, que c'était des offensives de reconnaissance pour pas voir les ridicules. Alors, les États-Unis ont prévu, d'après le Wall Street Journal, l'envoi de munitions à l'uranium appauvri depuis octobre 2022. Et les munitions seront dans les tanks Abrams, donc pas comme avaient fait les Anglais, c'est-à-dire envoyer des munitions à l'uranium appauvri et qu'ils avaient mis dans la ville de Khmelnytsky. C'est là où ça avait fait une énorme explosion. Non, non. Là, ils rusent. D'après le Washington Post, donc les États-Unis, en octobre 2022, avaient décidé de les envoyer dans les chars Abrams. C'est des malins, les Américains. Mais vont-ils envoyer les 31 Abrams promis? Nous verrons. Alors, je rappelle que ces munitions infâmes ont été utilisées par les Américains en Irak et en Yougoslavie, et particulièrement en Serbie, comme chacun sait. Et on apprend que les véhicules blindés US Bradley peuvent tirer ce type de munitions. Eh oui. Alors nous verrons si en plus les Américains en mettent dans les véhicules Bradley. On verra. Sur la forteresse d'Avdiivka, c'est-à-dire la forteresse ukrainienne, un groupe de 20 à 30 soldats ukrainiens se sont rendus sur ordre de leur chef, car encerclés et sans aucune chance. Alors ça, c'est une vidéo qui a été faite, qui a été publiée sur Telegram et qui a été reprise telle quelle sur LCI. C'est-à-dire que LCI a montré ces 20 ou 30 soldats ukrainiens qui se sont rendus et LCI a dit que c'était véridique. Ce qui est assez exceptionnel, c'est pour ça que je l'ai noté dans le rapport. Voilà. Donc, alors par contre, ils vous ont pas dit, mais ça se passait dans la forteresse d'Avdiivka. Avdiivka, qui est la plus grande forteresse ukrainienne présente là. Maintenant que Bakhmout est tombé, maintenant c'est Avdiivka la plus grande. Hein. Voilà. Et Avdiivka est en train de tomber. On verra ça dans la carte militaire. Donc 20 à 30 soldats ukrainiens sont rendus sur ordre de leur chef. C'était quand même à dire. Hein. Alors la rumeur dit que Zelensky a appelé le général Miley. Alors bien sûr, Zelensky ne peut pas appeler directement Joe Biden, sachant très bien que Joe Biden, ça se trouve, il aurait oublié comment s'appelait Zelensky. Hein. Il aurait oublié que c'était le président ukrainien. Donc voilà. Donc la rumeur dit que Zelensky a appelé le chef d'état-major américain Miley pour lui dire que les offensives devaient arrêter car les pertes étaient trop grandes.
et qu'il devrait lui envoyer plus de patriotes et des avions F-16. Miley apparemment était en colère et il a dit qu'il n'enverrait rien de plus, ni missiles patriotes ni F-16, et que Zelensky devait continuer les offensives. Ça, c'est les rumeurs qui tournent sur Telegram. C'est possible, mais ce n'est qu'une rumeur. Je vous la lance comme ça, mais c'est possible, hein, mais rien n'est confirmé. Une autre rumeur, alors beaucoup plus persistante celle-là, est la disparition quasiment confirmée des forces suprêmes ukrainiennes, Zaloujny, car cela fait plus d'un mois qu'il n'est pas apparu. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Alors les Russes, eux, disent qu'il y a de fortes chances, alors les Russes, le ministère de la Défense, il dit qu'il y a de fortes chances que Zaloujny ait été dans le centre de commandement des renseignements à Kiev qui avait été détruit par les missiles russes. Voilà, alors ça par contre c'est pas une rumeur, ça c'est avéré, même Kiev l'a reconnu, très très tardivement. Alors il y a aussi une même rumeur, c'est pour le chef du SBU, qui ne s'est pas exprimé depuis très longtemps aussi. Et je vous rappelle que le chef du SBU, son bureau, bah, c'était le quartier général qui a été détruit à Kiev. C'est ce même quartier général, bah, c'est là où était le bureau du directeur du SBU. Alors bien évidemment, là pour le coup, c'est une évidence. Donc ça expliquerait pourquoi les deux, Zaloujny et le directeur du SBU, auraient disparu. Voilà. Alors, évidemment, on peut pas confirmer. Sur le terrain, dans l'oblast de Donetsk et de Zaporijie, la pluie a ralenti énormément le front et ennuie l'offensive ukrainienne qui lui donne un handicap supplémentaire malgré les sols boueux. Alors, pas malgré les sols boueux, du fait des sols boueux. Il semble que les offensives ukrainiennes continuent malgré tout. Et sur Artyomovsk, les offensives ukrainiennes continuent. Alors, c'est des offensives évidemment beaucoup plus petites que celles de Zaporijie, mais ce sont des offensives quand même. Alors le point concernant la pluie a été expressément souligné par Zelensky. Vladimir Poutine l'a lui aussi rappelé lors de la réunion avec les correspondants de guerre. Et il a dit une chose intéressante sur les pertes humaines russes et ukrainiennes. Alors là, c'est tout dernièrement. C'est-à-dire qu'il y a un Russe de tué pour 10 Ukrainiens tués. Aussi, pour les pertes humaines, le journal Sputnik dit que d'après le ministère de la Défense russe, mercredi, 7500 Ukrainiens sont morts depuis le 4 juin jusqu'au 14 juin. Voilà, ça c'est ce que dit Sputnik. Alors je vais vous lire un article très intéressant. Vous allez voir, on apprend des choses sur toutes ces pertes. Donc d'après le journal américain The Intel Drop, donc je vous le mets en français, voilà, donc 7500 Ukrainiens morts dans des offensives manquées. Ça c'était Intel Drop au 14 juin 2023. Alors malgré le temps pluvieux et les routes défoncées dans les steppes, de violents combats se poursuivent sur les lignes de front au sud de l'Ukraine où les forces armées ukrainiennes poursuivent leur contre-offensive à grande échelle. Selon le ministère russe de la Défense, depuis le 4 juin, les forces armées ukrainiennes ont perdu 7500 militaires tués ou blessés. Alors là, vous voyez, on passe de 7500 morts à tués et blessés, ce qui n'est pas du tout la même chose, hein. Les pertes de l'armée ukrainienne sont beaucoup plus élevées car ce nombre n'inclut pas les personnes tuées et blessées par les frappes et les bombardements russes dans les zones arrières ukrainiennes. Ça, c'est Intel Drop qui le dit, hein. Donc eux, ils essayent d'être vraiment objectifs parce que ils disent que ça n'inclut pas les blessés ou les morts derrière les offensives ukrainiennes, hein, dans les zones arrières ukrainiennes. Voilà, bon, ça c'est pas très intéressant. Là, vous voyez qu'ils reprennent la même zone que moi, c'est-à-dire bah, c'est là où ça chauffe le plus, c'est-à-dire entre Donetsk et Zaporojie. Là, vous voyez, là c'est la fameuse ville d'Orirov, et là c'est Velika, c'est là où se passent aussi les principaux points d'offensive. Voilà.
Donc c'était un article quand même intéressant à lire. Voilà, encore une fois, tous les liens sont dans la description. Le 12 juin, d'après le New York Times, les pays de l'OTAN commencent des exercices géants de l'armée de l'air en Allemagne. Plus de 250 avions de 24 pays de l'OTAN et du Japon participent à cet exercice militaire de 2 semaines. Tout cela pour montrer à la Russie que l'OTAN peut déployer des troupes rapidement et massivement. Évidemment, cela doit participer à engendrer de la peur dans les pays européens, exactement comme ce fut le cas du Covid, sauf que ici, il faut faire en sorte que les pays européens aient peur des Russes. Il faut instiller le fait que les Russes veulent prendre toute l'Europe, en commençant par l'Ukraine, après la Pologne, après la Finlande, ainsi que les petits États à la frontière de la Russie. Donc cet énorme exercice qui a coûté une fortune colossale aux contribuables européens n'est pas un exercice militaire en réalité, mais un travail de communication, une propagande pour entretenir la peur du russe, pour changer la Russie en croque-mitaine, en état belliqueux qui n'a qu'une seule chose en tête, à savoir envahir l'Europe. Et évidemment, pour donner une raison d'être à l'OTAN qui a perdu cette raison d'être en 1991. Et en plus, que dire du général en chef des forces ukrainiennes qui faisait la une du Time Magazine en couverture avec une pose napoléonienne, ce Zaloujny qui peu de temps après avoir demandé par 3 fois à Zelensky de faire une retraite d'Altiomovsk, ce Zaloujny dont on pensait qu'il allait être viré, et au moment même d'ailleurs, à ce moment même, le ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, était quasiment officiellement viré pour être remplacé par le directeur du SBU. Bref, ce Zaloujny en dispute avec Zelensky, qui ne donne plus signe de vie après l'explosion du quartier général des renseignements à Kiev, avec d'ailleurs le directeur du renseignement Kirilo Boudanov, devient donc un bouc émissaire bien commode, puisque dernièrement, les États-Unis l'accusent nommément d'avoir été celui qui a ordonné la destruction des Nord Stream. À l'insu bien sûr des États-Unis et du président Zelensky qui n'était au courant de rien. Il aurait fait cela tout seul dans son coin. Quelle coïncidence! Évidemment, c'est grotesque, hein. Ainsi, les États-Unis essayent à tout prix de se disculper malgré les évidences et le rapport accablant de Seymour Hersh. C'est l'enfant pris la main dans le pot de confiture, la bouche pleine de confiture, qui fait l'outrager en jurant ses grands dieux que non, il ne prenait pas de confiture et qu'il était innocent. Les États-Unis sont tellement sûrs de contrôler parfaitement les médias qu'ils se permettent ce genre de choses, typiques de leurs habitudes d'ailleurs. Enfin, je rappelle que la minuscule vidéo du gouvernement ukrainien où l'on voit Zaloujny faire un geste de la main pendant 2 secondes et celle où l'on voit Boudanov, le chef du SBU, comme par hasard, sur ces 2 vidéos, Zaloujny et Boudanov restent silencieux, évidemment, car quand on les voit, on s'aperçoit que ce sont des deepfakes, soit des sosies numériques. Outre qu'il y ait des détails gênants sur la vidéo, on notera la brièveté étonnante de ces vidéos et le silence des 2 interlocuteurs qui sont 2 faits massus prouvant la supercherie. Car oui, ces 2 petites vidéos, bien entendu diffusées sur Telegram, ont immédiatement été dénoncées comme étant des deepfakes en anglais. La conclusion, les derniers chiffres que j'ai vus sur la taille de l'armée russe est d'environ 200 000 soldats en action, sur environ 600 000 en tout en Ukraine. D'après Vladimir Poutine, 156 000 nouveaux volontaires ont été enregistrés et d'autres arrivent encore avec une moyenne de 9 500 par semaine. Ce qui a étonné Vladimir Poutine lui-même, comme il l'admet. Donc pas de nouvelle mobilisation pour la Russie pour l'instant. Il est possible que quand les offensives auront échoué pour le mois de juin, l'armée russe fasse sa grande offensive pour en finir une fois pour toutes. Nous verrons.
En tous les cas, je peux voir dans les rapports que je lis un moral très haut côté soldats russes, et il va de soi qu'après la débâcle des offensives ukrainiennes, les prochaines offensives ukrainiennes vont se faire avec des hommes très peu motivés, voire pas du tout motivés, du fait qu'ils seront quasiment assurés de tous mourir, à moins qu'il y ait une propagande d'une telle force parmi leurs militaires que ceux-ci ignorent les dangers devant eux et ne les découvrent que sur place. C'est une possibilité à considérer pour continuer à avoir des hommes voulant faire ces offensives, que l'on pourrait nommer de suicidaires, et toujours sans appui aérien, ni appui d'artillerie bien sûr. Après l'échec de l'offensive ukrainienne, la réunion de Vilnius, Stoltenberg a précisé que l'Ukraine ne pourra pas être candidate à l'OTAN tant qu'elle n'aura pas gagné la guerre. Cela a bien sûr fâché grandement Zelensky, mais il ne peut rien faire à part faire de son mieux, et son mieux sera de toute manière en vain, comme tous les experts militaires, les vrais, pas sur les plateaux de télé, le disent. Nous voyons une fuite en avant de l'OTAN qui, malgré un revers terrible pour les forces otaniennes depuis le lancement de l'offensive ukrainienne le 4 juin, et une défaite assurée future, renchérissent malgré tout, exactement comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, et tout cela pour ne pas perdre la face. Au lieu d'abandonner leur plan suicidaire quand l'Occident a vu qu'ils avaient perdu suite aux sanctions contre la Russie qui se sont retournées contre l'Occident, eh bien non, ils renchérissent. L'opinion américaine et européenne, doucement mais sûrement, sont de plus en plus mécontents de voir une guerre qui voit leur argent partir pour perpétuer une guerre qui ne les concerne même pas, qui n'est pas dans leurs intérêts, provoquant une crise énergétique européenne, faisant des centaines de milliers de morts, une politique jusqu'au dernier Ukrainien qui passe de moins en moins bien, et enfin, dont ils perçoivent de plus en plus clairement la défaite à venir de l'Occident. Mes derniers mots seront pour dire que cette politique de guerre à tout prix, comme ce fut déjà le cas en Europe en 1999, guerre de Yougoslavie d'ailleurs dont on a ordonné aux médias de ne surtout plus en parler, bref, cachant mal un effondrement sociétal, économique et militaire de l'Occident, Occident de plus en plus isolé, de plus en plus ruiné, de plus en plus faible, avec une dédollarisation de plus en plus énorme, dont plus personne ne doute, et grandissant à vue d'œil, et un nombre énorme de pays, aujourd'hui près de 40, qui veulent rejoindre les BRICS, dont dernièrement la France, avec Emmanuel Macron qui demande à y participer, ce qui en dit long sur l'avenir de cette guerre. Et Macron, cette marionnette égocentrique des US, sait pour sa survie politique que pour survivre, il doit fixer des limites à sa servitude envers son maître Joe Biden. Et enfin, avec une Russie qui a de plus en plus de pays amis, plus que jamais d'ailleurs, avec une Corée du Nord qui vient carrément de déclarer qu'elle aiderait militairement la Russie si besoin en était. Oui, un Occident qui part en vrille et qui essaye de montrer par cette guerre voulue à tout prix contre la Russie un dernier acte de démonstration que son hégémonie mondiale n'est pas complètement perdue, alors qu'elle est, et elle enfonce le clou désespérément en montrant sa puissance militaire pour défendre Taïwan, le ridicule d'un guerrier qui a perdu une jambe et un bras, mais qui parvient à se le relever et qui défie malgré tout encore son adversaire. Voilà. Donc c'est vraiment hautement ridicule, mais c'est ainsi. Et cela achève les informations générales. On va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Alors comme il y a eu les grandes offensives entre guillemets ukrainiennes qui ont été des catastrophes, et que bon, il y a eu des pertes des deux côtés, aussi bien ukrainiennes que russes, bien que infiniment plus côté ukrainien. Là, il y a une sorte de pause sur le terrain. Donc il ne s'est pas passé grand-chose. Ça va plutôt être du rappel sur là où il y a le plus de combats. Donc je ne vais pas vous parler de l'oblast de Kherson, il n'y a pas grand-chose à dire,
ni du barrage, ni de la centrale de Zaporijie, puisque je vous en ai déjà parlé et rien n'a changé. Là, c'est pour vous rappeler que les vrais combats, c'est surtout sur 3 zones. Donc ici, ici et principalement, comme d'habitude, depuis des mois, hein, sur Orerov. C'est là où les combats sont les plus acharnés. Et tout simplement parce que c'est là que les Ukrainiens veulent percer. Je vous rappelle que le rêve des Ukrainiens, c'est de prendre Mélitopol pour ensuite rejoindre la mer d'Azov, hein. Ça a toujours été le but des Ukrainiens. Ça fait 6-7 mois que c'est claironné dans les médias en long, en large. Donc, et ce qui a été claironné par les médias et par Kiev, bah, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qu'ils font. Et comme ça a été claironné partout, et qu'en plus, ce qui a été dit dans les médias, bah, c'était vrai, puisque je vous rappelle que selon l'Institut de guerre royal anglais, eh bien, les Russes interceptent les communiqués cryptés de Kiev quasiment quotidiennement afin de savoir ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils font sur le terrain. Et donc, bah, qu'est-ce qu'ont fait les Russes depuis des mois? Bah, ils ont renforcé toute la zone, ici, avec les tranchées, les dents de dragon, les mines et l'artillerie derrière, en dernière ligne, qui appuie les forces russes. Voilà. Et qui soit appuient les forces russes, soit détruisent l'arrière-garde ukrainienne. Voilà. Donc c'est là que ça se passe, c'est là que les combats se passent, et c'est là que Kiev veut que ça fonctionne. Ils veulent faire cette percée ici. Donc leur premier objectif, ça va être la ville de Tokmak. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. La ville de Tokmak qui bénéficie de la 6e ligne de fortification. Voilà, de défense comme on voudra. Donc c'est une ville qui a été entièrement entourée de fortifications, c'est-à-dire sur les 360 degrés, parce que les Russes savaient très bien qu'ils devaient passer par Tokmak avant de piquer sur Mélitopol. Et comme par hasard, c'est la seule ville de toute la défense du Sud qui est fortifiée tel un château fort. C'est la seule ville. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est un hub absolument énorme, ferroviaire et routier, comme vous pouvez le voir en forme d'étoile là ici. Donc nulle surprise. Donc en gros, je crois que ça doit être une des premières offensives de grande envergure dans toute l'histoire moderne, où on sait la localisation et où on sait quand ça se fait, quoi. Donc c'est complètement grotesque. Ces attaques ukrainiennes sont grotesques. Et comme je le répète pour la milliardième fois, euh, offensive ukrainienne sans appui aérien, sans appui d'artillerie. Voilà. Et avec un équipement qui a été au minimum diminué de moitié concernant le déminage. C'est-à-dire l'équipement qui se met sur un tank ou les engins de déminage à part entière. Voilà. Concernant les équipements pour les tanks et les appareils de déminage, d'après Vladimir Poutine, les Ukrainiens ont perdu au moins la moitié de leur effectif de déminage, ce qui est absolument colossal, parce qu'ils en avaient très peu à la base, très peu. C'est pour ça qu'ils arrivent en file indienne, et que quand des tanks se font prendre par des mines, bien ils paniquent, ils tournent en rond et ils se font prendre encore plus de mines. Et à la fin, bah, ils se font détruire par l'aviation ou les hélicoptères russes. Bon, bref, vous avez compris, c'est Oririv là où ça chauffe et à Vilka Novosilka, voilà, c'est là où ça chauffe le plus. Voilà. Donc les percées sont ici, sont ici et sont ici. Alors évidemment, bah, ils n'y arrivent pas. Voilà. Donc ils ont repris quelques villages. La plupart des villages étaient ici, un petit peu ici, 7 en tout, à ma connaissance. Je dis bien à ma connaissance.
puisqu'évidemment, ça évolue de jour en jour et d'heure en heure, bien évidemment. Alors, Ougledal, Vouledar en ukrainien, Ougledal, bah, ici et ici, les Ukrainiens essayent de percer, ici et ici. Alors, évidemment, c'est une carte ukrainienne, donc qui est complètement fausse, bien évidemment, quoi, j'exagère, pas complètement fausse, mais exagérée, hein, dans le sens que les Russes sont ici, comme je le dis à chaque fois depuis des semaines. Par contre, les Russes n'avancent pas, hein. Faut dire ce qui est, hein, les Ukrainiens font une résistance acharnée, quoi. Et peut-on parler des Ukrainiens? On devrait dire les forces otaniennes, pour être beaucoup plus exact. Les forces ukrainiennes, vraiment ukrainiennes, sont extrêmement réduites, hein. On pourrait dire que la majorité des forces, c'est surtout, je parle des forces assaillantes, hein, vraiment les soldats qui se battent, ce sont surtout des Polonais, des Slovaques, des Tchécoslovaques, des Roumains, des Américains, des Canadiens, des Français, des Anglais, voilà. Et puis je vous compte pas Blackwater, c'est-à-dire les mercenaires américains, et d'autres, hein. À chaque fois je dis que Blackwater parce que je sais qu'il y a d'autres groupes de mercenariat américains, mais j'ai plus les noms en tête. Voilà. Donc, en tous les cas, les forces ukrainiennes en elles-mêmes, combattantes, je dis bien combattantes, hein, sont très faibles. Alors que les forces ukrainiennes, pour la logistique, pour les troupes blessées, voilà, pour tout ce qui est transport, etc., bon, là, sont par contre extrêmement dominantes, c'est quasiment du 100%, bien sûr. Donc voilà, donc je vous rappelle quand même les forteresses ukrainiennes. Ça n'a pas changé depuis des mois et des mois, donc c'est Ougledal, Marinka, bon bah c'est pris, comme je le dis à chaque fois d'ailleurs, mais je le répète, je sais que je ne fais que me répéter, mais les forces russes n'avancent pas. N'avancent pas. Quoi, ils avancent, mais c'est quoi? C'est quelques mètres par-ci, quoi, j'exagère, c'est une centaine de mètres par-ci, 200 mètres par-là, mais pas plus. C'est ridicule l'avancement russe. Donc pareil pour Avdiivka. Avdiivka, ça n'avance pas, ou extrêmement lentement. Ça rappelle un peu Bakhmout il y a quelques mois, quoi. C'est une centaine de mètres par-ci, une centaine de mètres par-là. Donc Avdiivka, bah, ça se resserre, ça se resserre. Et d'ailleurs, c'est exactement ici qu'il y a eu les 20 à 30 euh, forces ukrainiennes qui se sont rendues. C'est ici qu'ils se sont rendus, parce qu'ils étaient complètement entourés, comme vous pouvez le voir. Ils étaient dans un petit chaudron, et comme ils ont vu qu'ils n'avaient aucune chance, le chef de l'escadron, j'appelle ça un escadron, en fait, j'en sais rien. Je sais pas comment on appelle ça. Bon, le chef du groupe, voilà, a dit on se rend. Et ils se sont rendus et ça a été filmé. Voilà. Et c'est devenu viral d'ailleurs. Et ça a été reconnu, hein, même par les Occidentaux. Donc voilà, Avdiivka, c'est la plus grande forteresse restante côté ukrainien. Bakhmout, bah Bakhmout, là les forces ukrainiennes se battent sur ce front-là. Et ce front-là, ils essayent d'avancer ici et ici. Voilà. Mais sur Bakhmout, il y a une avancée des Russes où ils commencent à faire de l'offensive. Et ils commencent à faire de l'offensive ici, à venir ici, c'est-à-dire Mykolaiv,, et ils commencent à arriver ici. Les Ukrainiens, eux, ont toujours trois fronts, hein, toujours vers Soledar, donc ici, ici et ici. Voilà, ça c'est leur front. Alors Ivanivski, c'est une petite forteresse ukrainienne. Les Russes n'avancent pas, hein. Et il y en aura, quand les Russes auront pris Ivanivski, il y aura encore une autre forteresse. Ce sont des petites celles-là, hein. Donc c'est beaucoup plus petit que Ivanivski, que Avdiivka, pardon. Donc c'est Ivanivski et Chassivial, petite forteresse, voilà, restante. Sivelsk, extrêmement important pour les Russes et les Ukrainiens. Alors évidemment, c'est
Peut-on parler d'une forteresse? Parce qu'en fait, les troupes ukrainiennes sont tout autour et les forces ukrainiennes n'arrêtent pas d'arriver. Donc, pour renforcer Sivels, donc Sivels extrêmement important parce que c'est un hub logistique énorme. Donc, à l'image de Bakhmout avant. Voilà. Donc, Sivelsk, c'est dans un chaudron, comme Avdiivka, mais c'est quand même plus petit que Avdiivka au niveau de la taille de la forteresse, c'est-à-dire de ça. Là, on est dans les terres, hein. Donc peut-on parler de ville-forteresse? Non, quand les Russes seront là, oui, là on pourra parler de forteresse, de ville fortifiée. Mais en attendant, là on se bat dans les terres, hein. Voilà. Et les Russes n'avancent pas, hein. Voilà. Et enfin, la dernière zone importante, c'est Kupiansk, bien sûr. On n'avance pas, donc rien ne s'est vraiment passé sur le terrain, à part Orirov et l'autre point, j'ai oublié le nom, et Velika Novosilka, voilà, c'est-à-dire ici. Voilà. À part ces deux points-là, c'est là où ça chauffe le plus. Le reste, c'est assez, il se passe quasiment rien. Par contre, l'information quand même importante, c'est que les Russes ont lancé une offensive vers Kharkov. Donc l'offensive est comme ça et apparemment elle est assez importante. Donc je résume les offensives russes qui arrivent. Donc ils vont sur Kharkov, ils vont sur Kupiansk, ici. Ils vont sur, alors pas ici, Bakhmout. Voilà. Donc là ils vont, c'est ici vers le nord, donc en passant par Soledar. C'est les forces russes avancent. Alors arrivent dans le sens arrivent, donc ils vont mener une offensive là. Et ça commence d'ailleurs à chauffer, hein. Voilà. Et bien sûr, ici, où les forces russes n'arrêtent pas d'arriver. Donc ils viennent évidemment de Mariupol, de Melitopol et aussi de Berdiansk. Donc il y a un afflux comme ça qui arrive. Et évidemment, pour les Ukrainiens, ça va être de plus en plus difficile puisque il y a un afflux d'hommes qui arrivent de plus en plus nombreux. N'oublions pas, Vladimir Poutine a rappelé qu'en automne dernier, il y avait eu 300 000 réservistes. Depuis janvier, là maintenant, il y a 156 000 volontaires supplémentaires. Et ils ont fini d'être formés. C'est surtout ça. Donc vous imaginez les forces russes un peu qui ont eu une perte suite au début de cette guerre qui est ridicule. Vous imaginez la puissance russe avec des gens qui ont eu tout le temps d'être formés. Voilà, donc je finirai là-dessus parce qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire au 17 juin 2023. Voilà, si ce point sur l'Ukraine du 17 juin 2023 vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que moi ça m'intéresse toujours. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci beaucoup de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde, et toujours, soyez curieux.